c'est un sujet clé parce qu'il y a d'abord des écoles de pensée qui peut-être s'affrontent au sein du gouvernement. Bruno Retailleau suit une ligne particulière sur le sujet. A-t-il été envoyé pour en parler ? On verra. En tout cas, les préfets vont le rencontrer. 21 préfets vont rencontrer Bruno Retailleau aujourd'hui pour parler notamment de questions migratoires. Avec en perspective ou plutôt dans le rétroviseur, puisque le week-end dernier a été un week-end particulier. Samedi, 973 personnes ont tenté de franchir la Manche. Donc c'est quand même un événement, un contexte particulier et les pouvoirs publics qui sont exposés. Eh bien, on en parle ce matin avec Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. Et Antoine Fenech, bonjour. Bonjour. Journaliste, chroniqueur, merci d'être avec nous ce matin pour en parler. Les auditeurs à tout moment peuvent réagir en envoyant un mail direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. On attend vos retours, vos réactions. C'est le débat du jour qui commence. Depuis le mois de janvier, 25 000 migrants, plus de 25 000 migrants sont arrivés sur les côtes britanniques après avoir traversé la Manche à bord d'embarcations de fortune. Et je le disais à l'instant, le week-end dernier a été particulièrement intense, avec donc une situation quasiment ingérable pour les forces de l'ordre. Et puis, évidemment, ce nouveau gouvernement qui doit s'emparer de sujets plus ou moins prioritaires. Et on sait que celui de l'immigration concerne beaucoup les Français. Arnaud Benedetti, Antoine Fenech, comment se positionner par rapport à ça ? Quel jeu voyez-vous dans l'attitude qu'adopte Bruno Retailleau sur la question ? Arnaud Bruno Benedetti. Retailleau, il est conforme à tout à ce qu'il a dit depuis et ce qu'il a fait, notamment lors de la loi immigration, on s'en souvient, en décembre dernier. C'est lui qui avait, avec les sénateurs républicains d'ailleurs, considérablement, il faut s'en souvenir, durci le texte du gouvernement, avec des dispositions qui avaient été ensuite, pour la plupart d'entre elles, censurées par le Conseil constitutionnel. Donc il n'y a aucune surprise, si vous voulez, dans l'affirmation et l'expression de Bruno Retailleau, qui est clairement, encore une fois, dans l'épure qui est la sienne sur cette question-là depuis très longtemps. Après, la vraie question pour Bruno Retailleau, c'est de savoir s'il a les moyens de sa politique au sein d'un gouvernement où on sait très bien que ce sujet est non seulement très clivant, mais aussi, si vous voulez, le problème, c'est que, in fine, une politique de reprise en main de la politique migratoire passe vraisemblablement par des changements en matière de normes, et notamment peut-être d'inversion même des normes, de la hiérarchie des normes, et passe vraisemblablement aussi par une réforme constitutionnelle. Donc on ne voit pas, si vous voulez, dans le contexte politique qui est celui que l'on traverse... L'application de la loi ne suffirait pas. Beaucoup de marge de manœuvre. Ça ne suffira pas par rapport aux objectifs, vraisemblablement, et que s'assigne Bruno Retailleau. Il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé lors de la discussion de politique générale, c'est la réponse de Marine Le Pen au Premier ministre. Marine Le Pen, dans sa réponse, a émis le souhait qu'une nouvelle loi sur l'immigration soit adoptée dans le premier semestre, ou premier trimestre, premier trimestre même, premier trimestre 2025, et avec la restauration, dit-elle, à minima, elle considère que c'est le minimum qu'on puisse faire, des dispositions qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel. Sauf qu'on ne voit pas comment ces dispositions qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel puissent être établies dans un projet de loi à nouveau, puisqu'elles ont été déjà censurées par le Conseil constitutionnel, sauf en effet à changer, un certain nombre de dispositions constitutionnelles. Et encore une fois, donc là, on a quelque chose qui va constituer vraisemblablement un facteur, un marqueur à la fois, d'ailleurs dans la relation du Rassemblement national à ce gouvernement, mais aussi un marqueur à l'intérieur de la coalition gouvernementale. L'exécutif en aurait la volonté. En aurait-il les moyens de pouvoir changer l'aspect constitutionnel des choses ? Est-ce que ce serait... C'est la vraie question. Vous savez, quand on regarde, par exemple, peut-être qu'on va laisser répondre Antoine, mais la vraie question, si vous voulez, c'est de savoir si aujourd'hui, un exécutif a les moyens de changer finalement l'ordre normatif qui est le nôtre. Il y a deux écoles qui s'affrontent. Ceux qui considèrent qu'on peut y aller par référendum, par voie de référendum. Sauf que, quand on regarde l'article en question du référendum, c'est l'article 11. Manifestement, les sujets migratoires ne font pas partie du champ référendaire. Alors, sauf à ce qu'on considère que, par exemple, évidemment, l'immigration est un sujet transverse, si vous voulez. Il y a du social, il y a de l'économique. Donc, on peut éventuellement peut-être tirer un fil de ce côté-là.
Mais en tout cas, la position, par exemple, de ceux qui considèrent qu'il faut y aller par référendum, c'est le Rassemblement national, considère qu'il faut y aller, en effet, en tordant d'une certaine manière. Ils ne le disent pas, mais l'article 11, de la même manière que le général de Gaulle l'avait tordu lorsqu'il avait proposé aux Français l'élection du président de la République au suffrage universel direct. L'autre option ? Après, il y a une option, si vous voulez, il y a une phrase de Vedel, du doyen Vedel, qui est extraordinaire. Il dit, vous savez, finalement, dans un lit de justice, vous savez, les fameux lits de justice de l'Ancien Régime, le souverain peut défaire ce qui a été fait. Et on peut considérer qu'en démocratie, le souverain, c'est le peuple. Bien Antoine sûr, Fenech. je rebondis sur ce que vient de dire Arnaud Benedetti. Je pense aujourd'hui qu'il faut inéluctablement faire une réforme constitutionnelle sur l'immigration, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le texte qui avait été présenté il y a quelques mois, il a été retoqué facilement par le Conseil constitutionnel. Donc, si on veut vraiment pouvoir faire avancer les choses dans ce domaine-là, il faut absolument faire d'abord une réforme constitutionnelle pour pouvoir autoriser un référendum sur l'immigration qui aujourd'hui ne peut pas être mis en place en l'état actuel des choses du droit. Et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, je pense que le peuple français aurait besoin d'être consulté. Ça les concerne directement. C'est un sujet majeur. La crise migratoire, on en parle chaque jour. Donc, on doit revenir. À côté de ça, Antoine Fenech, ce que demande le citoyen, c'est qu'on cesse de laisser les gens errer sur les plages n'importe comment et venir comme ça sans être encadrés. Ce que demandent les gens, c'est d'appliquer peut-être la loi simplement avant de se prononcer de manière sentencieuse sur la question migratoire, non ? Antoine Fenech d'abord. Et puis, oui, bien sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit... monter au référendum, est-ce que ce n'est pas tout de suite donner beaucoup de solennité à cet aspect ? Alors, on a quand même un état de droit qui est censé pouvoir protéger nos frontières, mais force est de constater que là, on voit par exemple samedi dernier, on voit 1000 personnes, 1000 migrants, près de 1000 migrants traverser la Manche pour aller vers les côtes britanniques sur des embarcations de fortune. Et c'est terrible parce qu'elles s'exposent à des dangers de mort, etc. Il faut vraiment appliquer la loi et ne pas continuer à être laxiste dans ce domaine-là. Parce que tout simplement, l'immigration clandestine, c'est quelque chose qu'il faut vraiment arrêter dans notre pays aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire en l'espèce à Calais ? Mais ça voudrait dire tout simplement que, par exemple, les migrants qui traversent la Manche, bien sûr, il faut les aider, il faut venir tout de suite leur porter secours, mais une fois que ça a été fait, il faut mettre en place des accords bilatéraux avec les États d'où les migrants partent pour leur faire comprendre que si on accepte l'immigration en France, mais il y a des procédures, il y a une demande d'asile, il y a le regroupement familial, il faut leur faire comprendre que s'ils viennent illégalement sur notre sol, ils ne pourront pas bénéficier de droits et ils s'exposent tout simplement déjà à risquer leur vie et aussi à devoir retourner dans leur pays d'origine. Mais on pourrait vous opposer qu'ils ne bénéficient de droits nulle part, puisque s'ils quittent leur pays, c'est aussi parce qu'ils n'y ont pas suffisamment de droits selon eux. Tout à fait, ils vivent sur place des difficultés majeures. La France y fait face aujourd'hui parce qu'elle dépense plus de 15 milliards d'euros à l'aide au développement au total. Donc on est un pays qui est très généreux dans le monde. On est le 4e contributeur mondial d'aide au développement. Et je pense qu'il faut vraiment faire en sorte que cet argent qu'on donne, c'est considérable, aide in situ les populations à régler leurs besoins primaires fondamentaux, la paix par exemple, la famine, etc. Parce que c'est un déracinement pour ces gens-là. De venir en France, de quitter leur famille, de quitter leur pays, il faut faire en sorte qu'ils puissent avoir un avenir sain dans leur pays. Ce n'est pas une solution à chaque fois d'accepter des millions et des centaines de millions de personnes. Ce n'est pas viable économiquement. Maintenant, entre juin 2023 et juin 2024, 18% des personnes arrivées en Angleterre par ces bateaux étaient originaires d'Afghanistan. Est-ce qu'on peut lier les choses avec l'Afghanistan, s'entendre, suivi de l'Iran, 13%, et du Vietnam, 10%. Ce sont des pays où il est difficile peut-être d'imaginer une perspective en termes d'aide au développement. Alors c'est assez compliqué, il y a aussi le droit d'asile. Le Vietnam, c'est pas si évident que ça. Pour le Vietnam, il y a des perspectives en matière de développement. Plus qu'avec l'Iran et l'Afghanistan. Plus qu'avec l'Iran ou l'Afghanistan, oui. Après, encore une fois, il faut vraiment vérifier comment on peut mettre en place des structures, de l'aide au développement économique, pas simplement donner de l'argent et dire débrouillez-vous. Il faut faire en sorte, on a des organismes, on a des associations et il faut vraiment pouvoir, surveiller ça de près parce qu'on le constate aujourd'hui, ça ne fonctionne pas forcément très bien avec on voit le retour des talibans en Afghanistan, etc. Et ce n'est pas une solution à long terme pour eux. Quel discours tenir au préfet que va recevoir Bruno Retailleau dans la journée ?
Arnaud je crois Benedetti. comprendre qu'il va, il va recevoir les préfets qui se retrouvent confrontés, je veux dire, aux situations de pression migratoire les 21 plus préfets. importantes, c'est-à-dire 21 préfets. Je pense qu'il y a, si vous voulez, la question que vous posiez tout à l'heure de savoir finalement, est-ce qu'il faut d'abord tout de suite passer par une modification constitutionnelle ? De toute façon, encore une fois, aujourd'hui, compte tenu du contexte, il n'y a pas les moyens de passer par une modification constitutionnelle. Donc la question, on y répond assez facilement dans le contexte actuel. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais après, si vous voulez, il y a quelques leviers qui existent quand même, malgré tout, pour le ministre de l'Intérieur, notamment l'exécution des OQTF. Alors l'exécution des OQTF, elle est soumise quand même aussi, il faut le rappeler, à l'application d'un certain nombre de règles de droit, de voies de recours. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui qu'il y en avait par le passé, puisque la loi immigration qui a été adoptée en décembre dernier les a réduites à 4 contre, je crois, 11 ou 12 auparavant. Il n'en demeure pas moins que ces voies existent. L'autre sujet, qui est un sujet majeur, c'est évidemment non seulement une fois qu'on a réussi à épuiser les voies de recours pour ces OQTF, il faut que les pays, qui soient les pays d'origine de ces migrants, délivrent des laissez-passer consulaires. Et on sait très bien que là-dessus, il y a très souvent des sujets avec notamment un certain nombre de pays, des pays du Maghreb entre autres, pas seulement, je pense à l'Algérie et au Maroc, même si la situation semble s'être un peu améliorée, un peu fluidifiée avec le Maroc ces derniers temps, mais il y a un vrai sujet là-dessus. Et là, on en revient, si vous voulez, à la question de l'aide au développement. Est-ce que, par exemple, on est prêt à entamer un bras de fer diplomatique avec ces pays en menaçant, par exemple, et c'est ce que propose un certain nombre de responsables politiques, hein, de couper les aides ou de diminuer les aides si ces pays ne font pas l'effort de livrer les laissez-passer consulaires permettant de reprendre les migrants dont la France ne veut plus sur son territoire. Ça, c'est une piste. Ensuite, il y a une autre piste, mais elle me semble là aussi, on voit bien qu'il y a des débats aujourd'hui sur la question de l'aide médicale. Mais pareil, si vous voulez, on veut transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Il y a vraisemblablement un problème de constitutionnalité là-dessus aussi, également. Donc on se heurte encore une fois, si vous voulez, à une espèce de bouclier constitutionnel qui est juridique plus largement, qui, encore une fois, va entraver la possibilité d'action du ministre de l'Intérieur. Ensuite, il a quand même un sujet qui est à l'intérieur de sa majorité, enfin de sa coalition. C'est que le vrai problème sur cette question-là, et c'est ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une ligne de partage assez nette entre ce que l'on appelle rapidement le bloc central et les LR, qui ne sont pas sur les mêmes positions. Est-ce que, là aussi, si vous voulez, la nature même de cette coalition permet de pouvoir décliner une politique migratoire qui répond globalement aux aspirations des Français ? Parce que majoritairement, les Français, quand vous regardez les études d'opinion, sont favorables à ce que, par exemple, ils soient interrogés par référendum, de manière très claire, hein, plus de 70%, ce qui est, je veux dire, un chiffre sans égal dans ce type d'études d'opinion. Donc, si vous voulez, le problème, encore une fois, de Retailleau, il est double. Il est à la fois juridique, normatif, et il est politique. Et pensez-vous que Michel Barnier pourrait recourir à un référendum, Arnaud Benedetti? Mais le Premier ministre ne peut pas proposer un référendum. J'entends, Seul le président de la République est en mesure, ou les parlementaires dans des conditions vraiment très spécifiques. Il peut le susurrer, mais je vois mal, si vous voulez... Est-ce que ce serait un moyen de se maintenir en finalement recourant à la voix du peuple? Oui, mais le problème, c'est que vraisemblablement, une partie de son gouvernement s'y opposera. Une partie de sa coalition s'y opposera. Donc la difficulté pour lui, elle est finalement dans les équilibres mêmes de son dispositif gouvernemental, qui, faut-il le rappeler quand même, est minoritaire à l'Assemblée nationale. Vous avez aujourd'hui une coalition gouvernementale qui, pour la première fois sous la Ve République, est minoritaire à l'Assemblée nationale. Il n'y a même pas de majorité relative, puisque à 220, ou je ne suis même pas sûr qu'il soit d'ailleurs à 220, mais enfin, disons, allez, 220 largement, vous êtes soumis à tout moment à la possibilité d'une motion de censure. Vous avez 320 à peu près parlementaires qui potentiellement peuvent déposer une motion de censure, déjà. Ensuite, vous voyez bien qu'à l'intérieur même de cette coalition, il y a des voix qui se sont fait entendre
pas seulement celle de M. Attal, mais des voix d'autres parlementaires qui appartiennent à ce qu'on appelle l'aile gauche de la Macronie, qui considèrent que les propos de M. Retailleau, déjà sur l'état de droit, sont inacceptables. Donc on voit mal, si vous voulez, aujourd'hui, le Premier ministre être en capacité ou en mesure de pouvoir pousser le président de la République, et qui, à mon avis, n'est pas sur cette ligne non plus, à se lancer dans un Donc il n'y a référendum. aucune espèce de D'autant plus fenêtre que sur le référendum qui D'autant s'ouvre. plus, je termine, d'autant plus qu'il y a un problème de constitutionnalité quand même qui se pose sur la possibilité de recourir ou non à Alors, ce référendum. on a abordé effectivement cette question-là. Et Aujourd'hui, l'objet en fait, du référendum, Antoine Fenech, paraît complètement... Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas impossible. c'est pas la priorité de Michel Barnier qui doit présenter dans quelques jours son budget. On va y Donc, venir. Donc aujourd'hui, bien sûr, c'est une thématique qui concerne vraiment les Français de près. Je pense que Bruno Retailleau, il a vraiment essayé de lancer une phrase choc en disant que l'immigration n'est pas une chance pour la France, pour essayer de donner un coup de pied dans la fourmilière et de réveiller un peu tout le monde sur ces sujets-là. Mais en même temps, bon voilà, ce qu'il faut dire, c'est que vraiment la priorité, même avant de faire un référendum sur la question, c'est de pouvoir appliquer les OQTF. Aujourd'hui, il n'y a que 7% des OQTF qui sont appliqués, ce qui est dérisoire. Quand on voit toutes les personnes binationales qui sont criminelles et qui viennent de purger leur peine, ces gens qui sont parfois sous OQTF doivent être envoyés chez eux. Si on n'applique pas la loi, quel message on envoie en fait aux Donc il délinquants ? va être jugé là-dessus en fait. Je pense que déjà, ça, c'est des mesures qui peuvent être mises en place avant même un référendum. Mais un référendum doit être, je pense, nécessaire dans les prochains mois, voire le plus rapidement possible, une fois que ça pourra se faire. Très bientôt. Sous réserve, bien sûr, que l'article rende le référendum possible, qu'Emmanuel Macron soit sur cette ligne et que Michel Barnier les pousse, ainsi que vous l'avez dit, Arnaud Benedetti. Ça fait quand même beaucoup de conditions Ça fait beaucoup de si, pour effectivement. arriver à l'éventualité d'un Oui, référendum. mais si vous voulez, quand même, ce sujet d'immigration est un sujet essentiel pour bénéficier sur la distance de la bienveillante neutralité du Rassemblement national. Encore une fois, je reviens sur les propos de Marine Le Pen, qui, de ce point de vue-là, à mon avis, ont été insuffisamment soulignés, parce que, d'une certaine façon, elle a, quelque part, fixé presque un cap temporel à la possibilité ou non de la poursuite de cette expérience gouvernementale. À partir du moment où elle demande, en effet, un projet de loi dans le premier trimestre, un projet de loi qui durcisse les dispositions législatives actuelles, elle fixe malgré tout, je veux dire, une butée à ce gouvernement. Elle lui dit, elle ne l'a pas dit explicitement dans ces termes, mais implicitement, on l'interprète comme ça, c'est que s'il n'y a pas de projet de loi, dans ce cas-là, vraisemblablement, en fonction des circonstances, le Rassemblement national s'associera peut-être à une motion de censure ou déposera sa propre motion de censure. Et je tiens à rappeler juste une dernière chose, c'est de dire qu'aujourd'hui, les Français ne sont pas forcément anti-immigration. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est une immigration choisie et non plus subie. Ce qu'ils souhaitent vraiment, c'est par exemple, oui aux étudiants qui veulent devenir médecins, ingénieurs, entrepreneurs, et non à ceux qui... C'est des études d'opinion qui disent ça. C'est des études d'opinion, tout à fait. Vous regardez, tous les sondages le disent. Effectivement, il y a un sondage du JDD qui est paru récemment qui disait que 58% des Français étaient défavorables à l'immigration. Mais il faut rentrer dans les détails pour comprendre, en fait. Le débat du jour qui continue avec Arnaud Benedetti et Antoine Fenech, juste après les informations. 9h32, la suite du débat du jour. Nous sommes toujours avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne, et Antoine Fenech, journaliste et chroniqueur. À quoi ça sert en fait d'avoir une motion de censure ou d'appeler à voter une motion de censure si on est sûr qu'elle ne passera pas? Tenez, c'est une question qu'on va se poser avant de parler du budget. Arnaud Benedetti, Antoine Fenech, Arnaud. Si vous voulez, du côté du nouveau Front populaire, il s'agit de montrer qu'on est les seuls opposants et les premiers opposants les plus déterminés Donc c'est du à cinéma. une coalition gouvernementale dont on considère qu'elle n'est pas légitime. Parce que tout simplement, alors c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal dans cette coalition gouvernementale, c'est que finalement, ceux qui ont perdu les élections, en s'alliant, disposent d'un étiage parlementaire qui leur permet de former, dans la difficulté quand même, un gouvernement. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même, je veux dire, de fait, une sorte de paradoxe, d'aucuns diront d'anomalie. Mais pour le nouveau Front populaire, il s'agit en effet de montrer que les seuls opposants, encore une fois, à Michel Barnier et au président de la République et à ce gouvernement, ce sont eux.
C'est aussi faire la démonstration de leur unité, alors qu'on sait très bien qu'il y a quand même un certain nombre de divergences et de lignes de fracture qui traversent le nouveau Front populaire. Et c'est le moyen aussi, peut-être, de montrer du doigt le Rassemblement national pour essayer de reconquérir une partie de l'électorat du Rassemblement national en essayant d'expliquer que le Rassemblement national n'est pas l'opposant qu'il prétend être. Si vous voulez, il y a tout cela. Alors, est-ce que c'est du cinéma ? Je ne sais pas si c'est du cinéma. On peut en déposer autant qu'on veut ? C'est de la politique. Ah bah, tout à fait. C'est de la politique. Mais après, la vraie question, c'est de savoir... En fait, la vraie question, il faut la prendre autrement peut-être, c'est de savoir jusqu'à quand le Rassemblement national décidera de retenir son bras. C'est ça, le vrai sujet. Je pense qu'en fait... tant du côté du Rassemblement national que du côté du NFP, on est opposé à ce gouvernement, quoi qu'il en soit. La question, après, c'est les circonstances qui décideront de l'action des uns et des autres. En fait, D'accord, oui, Antoine Fenech ? il y a un double aspect là-dedans, dans ces motions de censure déposées à répétition. La première, c'est effectivement, comme disait Arnaud Benedetti, c'est de se dire pourquoi pas le RN pourrait se décider à voter une des motions de censure déposées, ça dépend le texte, etc. Donc dans ce cas-là, forcément, le nouveau Front populaire serait ravi, entre guillemets, de pouvoir retourner aux urnes et de déclencher un nouveau gouvernement. Mais surtout, c'est de se dire aujourd'hui, voilà, ils ont été frustrés, les membres du nouveau Front populaire, parce qu'ils sont arrivés quand même, il faut le dire, en tête des élections législatives il y a 3 mois. Et donc, forcément, eux ne supportent pas l'idée de se dire que l'usage démocratique qui aurait voulu qu'un Premier ministre soit issu justement de cette majorité soit nommé. Donc, eux, ils sont en désaccord total, surtout qu'en plus, le Premier ministre Michel Barnier est quand même plus de droite que ce qu'on aurait pu imaginer à la nomination d'un Premier ministre qui aurait été plus centré à gauche. Donc, voilà, ils vont faire ça. Ils vont essayer aussi de bloquer le discours à l'Assemblée nationale, les textes. Et donc, ça va paralyser en quelque sorte le débat. Alors, c'est quand même une situation, c'est vrai, un peu curieuse si on la résume. Pas de majorité même relative, l'alliance des perdants, et puis une coalition qui, en fait... a un socle quand même assez important, mais pas suffisant pour imposer, et puis des lignes de fracture interne qui la menacent constamment, et puis le fait que le Rassemblement national soit finalement le juge de paix, l'arbitre de tout ça. Si vous me permettez d'ajouter... Ça fait beaucoup comme ingrédient. Mais en plus, si vous voulez, c'est une coalition qui s'est construite un peu sous contrainte. Vous voyez, il y a des coalitions qui existent et qui se forment en général au moment des élections, avant les élections. Là, c'est une coalition post-électorale où finalement les adversaires d'hier décident de monter dans le même attelage. On voit bien qu'il y a d'énormes difficultés pour qu'il y ait de la cohésion. On voit bien qu'ils se regardent en chien de faïence entre les LR et les héritiers du bloc macroniste. Donc c'est extrêmement difficile à piloter. En fait, c'est la 4e République, mais sans les facilités qu'offrait la 4e République. La 4e République, finalement, était un régime qui avait ses défauts, mais au moins il autorisait une plasticité dans les coalitions qui permettait malgré tout de faire fonctionner ces coalitions. Alors, pourquoi est-ce moins plastique aujourd'hui ? Parce que, si vous voulez, on a vécu sur quand même près, avec la 5e République, 60 ans ou 65 ans de clivage idéologique extrêmement fort entre la droite et la gauche. Et finalement, les clivages idéologiques qui réapparaissent dans cette coalition. On vient de parler d'immigration. On voit bien que quand même les parlementaires qui sont aujourd'hui les plus opposés à M. Retailleau viennent plutôt de l'aile gauche, viennent parfois du Parti socialiste. Donc, si vous voulez, ça pèse énormément sur les comportements, sur les pratiques politiques, sur les anticipations des uns et des autres. Puis il y a un autre phénomène que n'avait pas la 4e République, c'est que tous les acteurs politiques ont les yeux rivés sur l'horizon de la présidentielle. Et donc, si vous voulez, l'horizon de la présidentielle, par exemple, c'est bien ce qui aujourd'hui préside aux déclarations de M. Attal ou de M. Darmanin, qui montrent qu'ils sont quand même d'une certaine manière très critiques vis-à-vis du Premier ministre. C'est vrai que c'est une situation inédite. On a l'impression qu'on a une cohabitation dans le même, entre les différents ministères, en fait. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû avoir une cohabitation comme ce qu'on a eu. On a eu 3 cohabitations sous la 5e République. Et aujourd'hui, on n'a pas de cohabitation parce qu'Emmanuel Macron voulait quand même continuer à garder la main sur les textes et l'organigramme. Mais donc, du coup, de facto, vous avez divers postes ministériels qui sont à droite, un petit peu moins à droite, au centre. Et donc, on a une sorte de situation inédite qui ne s'est jamais produite, avec plusieurs couleurs politiques au sein du même gouvernement, avec une Assemblée nationale qui est très partagée, qui est ingouvernable. Est-ce que ça va durer dans le temps ? Moi, j'en suis pas certain. Eût-il été plus judicieux qu'Emmanuel Macron pris Lucie Castet comme Premier ministre et
et qu'il l'a soumis finalement au regard des parlementaires. Arnaud Benedetti, si on essaie de refaire un peu le match. Et il aurait pu purger finalement le problème du nouveau Front populaire en décidant de nommer Lucie Castet et d'attendre qu'une motion de censure soit déclenchée par les oppositions au nouveau Front populaire, ce qui n'aurait pas manqué. Ça aurait conjuré des frustrations quand même, non ? Vraisemblablement, faire la démonstration, j'allais dire, en in vivo, au sein du Parlement, de finalement l'impossibilité du nouveau Front populaire à gouverner. Il aurait pu le faire. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Il y a quand même une question qu'il faut se poser, c'est la situation des marchés financiers par rapport à notre dette. On a vu quand même, la séquence, quand vous regardez la séquence, c'est que on a su il y a très peu de temps que finalement la trajectoire budgétaire avait encore dérivé par rapport à ce qu'il en était, ce qui était prévu. Donc, nommer une première ministre de gauche avec, on sait bien, un certain nombre de mesures et de dispositions qui étaient des dispositions qui pouvaient, d'une certaine manière, affoler les marchés financiers. C'est peut-être la raison aussi pour laquelle le président de la République n'a pas fait ce choix-là aussi. Je crois quand même, il faut quand même bien comprendre, c'est que non seulement la situation politique est compliquée, mais la situation financière du pays rend encore cette situation politique encore plus compliquée. Antoine Fenech. Il aurait pu fracturer entre guillemets le nouveau Front populaire, et sachant qu'il y a à peu près 70 députés qui sont au Parti socialiste, qui sont à l'Assemblée nationale, il aurait pu se rapprocher un petit peu en tendant la main à ces députés-là et en essayant de fragiliser un peu plus, par exemple, la France insoumise. Mais finalement, lui, il a opté pour une coalition qui est plus au centre, avec les députés d'Horizon, la droite et les centristes. Donc forcément, on comprend sa stratégie. Mais je pense qu'une partie du peuple se sent un petit peu oubliée, c'est sûr, avec ce refus de s'ouvrir un petit peu à la gauche. Dans ce contexte, le projet de budget 2025 arrive et c'est donc jeudi, c'est un petit peu l'heure de vérité puisque 60 milliards d'euros pour reprendre le contrôle d'un déficit public à la dérive, vous le disiez à l'instant, Arnaud Benedetti, d'une dette atteignant des sommets. Voilà ce qui est attendu. Mais alors, il y a quand même une gageure arithmétique. On ne sait pas très bien comment il va s'y prendre. Et puis, il y a quelques mesures. Enfin, on ne sait pas très bien comment il va s'y prendre. Il y a déjà quelques pistes qui affleurent ici ou là. L'impôt temporaire pour les plus fortunés, la surtaxe pour les grandes entreprises, le gel des pensions de retraite, déjà la désindexation pendant 6 mois. Ça vous paraît suffisant, Antoine Fenech ? Je pense que non, ce ne sera pas suffisant, bien que forcément, si on arrive déjà à réduire les dépenses publiques et équilibrer un petit peu plus les comptes, ce ne sera pas forcément une mauvaise chose. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on arrive presque à 6 points de déficit public du PIB, ce qui est considérable, c'est hors période de crise. Donc aujourd'hui, c'est simple, on a 155 milliards d'euros à trouver. Là, si on arrive déjà, si Michel Barnier arrive à faire passer son budget, ce qui n'est pas sûr vu l'Assemblée nationale, l'organisation de l'Assemblée nationale, ce serait 60 milliards d'euros de trouver, ce qui est conséquent. Mais aujourd'hui, c'est 155 milliards qu'on cherche. Donc, pourquoi 155 ? Tout simplement parce que quand vous regardez le PIB de la France, on est à peu près à 2700 milliards de dollars de PIB, donc les produits et les richesses qui sont produites en un an sur notre territoire, et vous avez 6%, donc 155 milliards qu'on emprunte chaque année. Donc ça veut dire que on s'endette beaucoup, beaucoup et beaucoup trop rapidement finalement. Donc ça va être difficile pour Michel Barnier de pouvoir réduire les dépenses publiques, d'équilibrer les comptes, et même s'il y arrive, on atteindra un déficit de l'ordre du déficit italien qui est à 3,5%. Donc c'est sûr que c'est mieux, mais ce n'est pas une solution à long terme non plus. Il faudra trouver d'autres finances. Pour l'opinion, ces pourcentages sont un peu abstraits, il faut le reconnaître. Qu'on lui dise 6, 4, 5, 3, bon, après tout, pourquoi pas, elle veut bien y adhérer, mais en revanche, elle va être sensible aux mesures qui vont être prises. On dit qu'on va surtout taper sur les riches, Arnaud Benedetti. Est-ce que c'est vrai, ça ? En tout cas, c'est ce que les déclarations du Premier ministre laissent entendre. Bon, enfin, il y a eu aussi, je rappelle, l'épisode sur le gel de l'indexation des retraites sur l'inflation pendant 6 mois. Manifestement, là, le Premier ministre semble en tout cas en train de rétro-pédaler. Parce qu'encore une fois, le Rassemblement national, et même d'ailleurs la gauche, ont clairement signifié qu'il s'agissait pour eux d'une ligne rouge. Non, il est dans une situation qui est très compliquée, dont il hérite d'ailleurs, et il ne manque pas de le dire, et il l'a rappelé notamment non sans humour, à M. Attal sur les bancs de l'Assemblée.
le problème, c'est que quand on écoute un certain nombre d'experts, moi j'ai écouté par exemple quelqu'un dont la parole sur ce sujet me paraît pleine d'autorité, de sagesse et d'expérience, celle de Jacques de la Rosière, qui considère que l'ancien gouverneur de la Banque de France, ancien directeur général du FMI, qui explique de manière très claire que la France, depuis maintenant de trop nombreuses années, a finalement privilégié des dépenses improductives sur des dépenses productives. Et que ce n'est pas d'ailleurs même, lui il va plus loin, il dit qu'il faudrait trouver 200 milliards d'euros pour commencer à remettre sur sa trajectoire budgétaire les finances publiques. En plus, il y a deux sujets. C'est que, je rappelle, dans le contexte, on a une Commission européenne qui vient d'entamer une procédure de sanctions pour déficit excessif de la France, qu'on a les agences de notation qui vont réactualiser la note de la France, je crois, fin octobre ou début novembre. Donc là, le Premier ministre a une double pression qui s'exerce, extérieure. Il y a une troisième pression, ça sera celle des marchés financiers. Et les marchés financiers vont bien évidemment regarder la façon dont ce projet de loi de finances est construit et s'il permet ou non de rétablir la trajectoire budgétaire de la France. Je rappelle quand même qu'hier, le ministre de l'économie des finances allemand, chose excessivement rare, s'est permis quand même de considérer que la situation budgétaire et la situation des finances publiques de la France étaient pour le moins inquiétantes. Donc ça veut dire que même les Allemands, les Allemands le pensaient depuis longtemps, mais aujourd'hui, maintenant ils le disent. Donc c'est vrai que c'est quand même politiquement plutôt tendu. Alors après, les marges, oui, il y a les dépenses, mais les dépenses... Même 40 milliards de dépenses, ça va être compliqué. Alors on va peut-être ne pas remplacer les fonctionnaires dans un certain nombre de secteurs. C'est une piste qui semble étudiée. Il a beaucoup parlé des collectivités locales dans son discours de politique générale. Il a dit on discutera dans un parfait dialogue avec les collectivités locales pour trouver des sources d'économie. Sauf que les collectivités locales vous disent déjà qu'elles sont à l'os, les régions ou les conseils départementaux. Je crois que la situation budgétaire d'un certain nombre de collectivités, notamment de régions, est pour le moins compliquée, oui. Ce qui est intéressant de noter, c'est de se dire aussi que là, le premier tour d'horizon vers quoi on s'achemine, c'est une hausse des impôts pour les Français les plus riches. Donc ça voudrait dire que les Français les plus riches, c'est-à-dire ceux qui gagnent, les ménages qui gagnent au moins 500 000 euros par an, donc ça concerne 0,3% de la population, c'est pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est de dire que Michel Barnier, qui est quand même quelqu'un de droite, se décide à augmenter les impôts. Donc normalement, quand on voit Emmanuel Macron et Gérald Darmanin qui s'étaient engagés à ne pas augmenter les impôts, et ben là, on rétropédale. L'objectif derrière, c'est aussi peut-être pour Michel Barnier de tenir son gouvernement, de parler un peu à la gauche et de ne pas se faire censurer. C'est aussi pour ça, parce qu'il y a quand même une colère aussi dans le peuple. Les gens voulaient une augmentation des impôts sur les super profits, les grandes entreprises qui gagnaient beaucoup d'argent. Donc voilà, ça c'est intéressant, mais il faut voir jusqu'où ça va aller, ce prélèvement. Au bout du compte, s'il donne de bons gages au marché financier, mais qui ne va pas au bout de sa démarche parce que pour des raisons politiques, il doit rester dans un entre-deux et satisfaire un peu tout le monde, le pari de ce budget sera gagné pour Michel Barnier. Il n'est pas obligé de trouver ces 60 milliards à tout prix, non ? Alors, sur quoi sera jugé son succès ou son insuccès en la matière, là, sur le budget ? Je pense que Alors, la France, si vous voulez, il y a ce qui joue en faveur de la France. C'est deux aspects, un qui est particulièrement inquiétant, l'autre qui ne l'est moins. Premier, c'est que pour les marchés financiers, la France est un pays où l'épargne est très importante, il faut le rappeler. L'épargne privée. Oui, l'épargne privée, on parle de 6 000 milliards, ce qui est considérable. L'État est pauvre, mais les Français sont riches. Voilà, exactement. Et l'État a le droit de saisir les comptes dans les banques si vraiment, voilà, ça s'appelle je pense que politiquement, je pense que politiquement et socialement, c'est très risqué, là, en l'occurrence. Mais enfin bon, sait-on jamais. Que l'Union européenne soit d'accord. Il le ferait, voilà, en cas de survie. Et deuxièmement, ça a été fait à Chypre. Et deuxièmement, on considère que le système fiscal français est très efficace. Donc ça, vous avez deux facteurs qui sont susceptibles de rassurer et qui rassurent d'ailleurs. Et ce qui explique d'ailleurs les raisons pour lesquelles la note de la France n'a vraisemblablement pas été dégradée aussi rapidement qu'on ne pouvait le penser en la matière. Donc après, pour lui, si vous voulez, le véritable enjeu, c'est de savoir est-ce qu'il va avoir, sur le plan parlementaire, là en l'occurrence, est-ce qu'il va recourir au 49.3 pour faire adopter son budget ? Moi, je ne vois pas comment il peut faire autrement.
Très franchement. D'ailleurs, il l'a laissé entendre chez vos confrères de Mais France Télévisions. Ça ne serait pas un échec irrémédiable pour lui, dans la mesure où il a largement été utilisé par ses prédécesseurs. Évidemment. Mais après, si vous voulez, reste à savoir quelles sont les mesures, par exemple, que le Rassemblement national considérera comme inacceptables par rapport à son propre électorat. C'est ça le vrai sujet. À partir du moment parce que entre ne pas voter un budget ou s'abstenir de voter un budget et s'associer à une motion de censure, il y a, si vous voulez, je veux dire, une gradation dans l'opposition. Là, en l'occurrence, on est plutôt sur le fait, on ne le votera pas, mais on ne s'associera pas à une censure. Mais regardez, par exemple, les taxes sur l'électricité risquent de faire flamber les factures d'électricité. Ça a été, je dis, relevé par un certain nombre de papiers dans la presse. Là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet, notamment pour... c'est pas fini l'augmentation. C'est prévu encore jusqu'en 2025, Exactement. les coûts de l'énergie. Mais il y a aussi des choses qui peuvent être critiquables. Par exemple, l'indemnisation, les pensions de retraite, on en parle. Ce qui se trame, c'est qu'il pourrait y avoir une indexation, vous savez, sur les pensions de retraite qui a lieu normalement le 1er janvier sur l'inflation pour augmenter les pensions de retraite. Et a priori, ça pourrait être décalé au 1er juillet prochain. Et donc, ça voudrait dire que des millions de retraités ne pourraient pas bénéficier de cette augmentation qui leur est, entre guillemets, due. Quand on sait aujourd'hui qu'en France, on a 2 millions de personnes âgées qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est pas sûr que le RN, par exemple, laisse passer ça dans le texte. Donc, oui, Michel Barnier prend des risques, mais on va voir jusqu'où ces risques... c'est intéressant, on va suivre. Nous sommes avec Arnaud Benedetti, Antoine Fenech, le débat du jour. Fallait-il mettre des drapeaux palestiniens partout où c'était possible? Alors à partir du 8 octobre, donc ça c'est encore jouable si je puis dire, si j'écoute Jean-Luc Mélenchon, donc au lendemain de la date anniversaire des attaques du Hamas contre Israël dont on parlait abondamment hier. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a dit ces mots vendredi dernier. Et donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que aujourd'hui la jeunesse étudiante qui est donc appelée à s'en soumettre, est-ce que cette demande doit recevoir un certain écho? Est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce que c'est une forme d'exercice de la liberté, puisqu'on parle d'adultes majeurs citoyens, donc ils disent ce qu'ils veulent, les jeunes, parce qu'on est dans un pays libre, en particulier donc à l'université et dans des établissements comme Sciences Po, établissements d'enseignement supérieur. Qu'en pensez-vous, Arnaud Benedetti? Antoine Fenech, Antoine. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'on a vu déjà, il y a quelques mois, il y a eu des blocages à Sciences Po, et aujourd'hui, on a eu des manifestations illégales d'étudiants pour bloquer l'université. On a même vu à la Sorbonne des banderoles antisionistes, etc. Aujourd'hui, je pense que c'est fondamental d'avoir un droit de manifester. Il faut pouvoir s'exprimer, bien sûr, mais il ne faut pas non plus empêcher les étudiants d'étudier, de passer leur concours et d'être dans la sérénité. On ne peut pas prendre en otage le système éducatif comme ça. Il y a d'autres manières de s'exprimer dans les médias, sur les réseaux sociaux, et de faire entendre sa voix. Ce n'est pas une solution de bloquer comme ça. Mais mettre des drapeaux palestiniens partout, ça ne veut pas dire nécessairement bloquer. Les drapeaux palestiniens, moi je pense qu'aujourd'hui on est en France et le drapeau, c'est le drapeau tricolore. Le drapeau palestinien dans l'espace public, je ne pense pas que c'est forcément une bonne idée. Je pense qu'il y a d'autres moyens d'aider la Palestine, l'aide humanitaire, etc. Mais voilà, il faut pas non plus importer le conflit sur notre sol. Il faut rester, il faut confier aux entités internationales et les ONG ce devoir. Ce n'est pas à la France de recevoir les drapeaux palestiniens et de faire cette montée en tension en France et de diviser le peuple sur ce sujet-là. Arnaud Benedetti. Bon, Jean-Luc Mélenchon poursuit une stratégie qui est une stratégie personnelle, en l'occurrence, où il s'adresse à une partie de ses troupes, il s'adresse à une partie de son électorat, une partie de sa clientèle électorale. Il pense que c'est payant. Il est dubitatif. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas mésestimer les capacités stratégiques de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon fait le pari qu'en arrivant à arrimer une partie de l'électorat des banlieues, il passera le cap pour être au second tour de l'élection présidentielle. C'est en tout cas son objectif électoral
parce qu'il sera en tête, il considère qu'il sera en tête à gauche et que de toute façon, un vote utile s'opérera à ce moment-là. Après, je veux dire, il prend des risques énormes, il prend des risques considérables parce que le fait est que la société française est très fracturée, qu'il importe d'une certaine manière le conflit, ou en tout cas, il intensifie l'importation du conflit, qui était déjà sur le sol français quand même d'une certaine manière, pour des raisons électorales et politiques. Après, moi je pense que si vous voulez, vous parliez des étudiants en tout début de question. Je ne suis pas sûr que tous les étudiants, dans leur immense majorité, soutiennent ces mouvements dans les universités. Mais vous avez en effet des groupements militants, organisés, très souvent proches de la France insoumise d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, qui ont décidé de faire de la cause palestinienne, qui par ailleurs est une cause légitime, indéniablement, mais j'allais dire un outil d'agit-prop, et avec des véhicules et des moyens parfois sémantiques qui sont pour le moins contestables. Par exemple ? Si vous voulez, je veux dire clairement, aujourd'hui, la ligne de démarcation entre antisionisme et antisémitisme n'apparaît pas, si vous voulez, particulièrement claire. Le moins qu'on puisse dire, un certain nombre de déclarations de leaders de la France insoumise flirtent quand même, il faut le dire, avec l'antisémitisme, ou jouent avec des codes qui sont des codes qui peuvent réactiver un imaginaire antisémitisme dans un certain nombre de catégories de population. Et on ne peut pas penser que quelqu'un d'aussi cultivé, d'aussi intelligent politiquement que Jean-Luc Mélenchon ne sache pas ce qu'il fait lorsqu'il emploie un certain nombre d'expressions ou qu'il vise un certain nombre de personnalités. Donc il y a quelque chose quand même de profondément malsain, il faut le dire, dans cet usage de ce qui se passe aujourd'hui au Proche et au Moyen-Orient. Il y a une sorte de surenchère pour savoir qui est victime finalement entre Israël et la Palestine. Moi, je pense simplement que c'est surtout une stratégie, voilà, comme on disait, de Jean-Luc Mélenchon, de vouloir, voilà. En plus, il prend un timing, il prend le 7 octobre pour faire sa déclaration. Mais le 7 octobre, ce sont des Israéliens qui ont été victimes, justement. Exactement. Donc c'est là qu'on comprend peut-être difficilement. C'est comme... Comment l'interpréter ? C'est comme vouloir demander aux étudiants de faire une intifada, finalement. C'est terrible parce que finalement, on a des morts des deux côtés. C'est une guerre qui est vraiment terrible, mais qui est aussi une guerre qui est très importante pour la survie de l'État d'Israël, qui est menacé de toutes parts. On le sait, le Hezbollah a des caches avec des missiles, des roquettes, etc. Et Israël, ce n'est pas un plaisir pour Israël de faire cette guerre. C'est juste qu'ils y sont contraints. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont déplacés, il y a des réfugiés, la Galilée est menacée par le Hezbollah, donc c'est terrible. Mais voilà, Jean-Luc Mélenchon, finalement, il se sert de cette cause à ses fins personnelles. On l'a vu aux élections européennes, c'est vrai que ça a marché. Il a parlé que de ça, alors qu'il y avait beaucoup d'autres thématiques internes à la France qui aurait dû falloir évoquer. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc oui, c'est une stratégie électorale, parce qu'il sait que voilà, son électorat aussi il dépend aussi pas mal de cette cause-là. Donc c'est pas simple. À une époque, on se mobilisait pour le Vietnam. Les jeunes ont leur cause pour généralement assez lointaine. Pour l'Ukraine, on a vu plein de drapeaux ukrainiens. Oui, les drapeaux ukrainiens, c'est vrai, plus récemment. La Palestine a toujours été une cause qui a été quand même, il faut le souvenir, dans les années 60 ou 70, notamment 70, même 80, était une cause que la gauche et l'extrême gauche aussi, je veux dire, faisaient finalement de la Palestine et du droit des Palestiniens à disposer d'un État, un symbole de la lutte, notamment pour l'émancipation des peuples et même de la lutte anticoloniale. Donc ce n'est pas nouveau, cette utilisation par des groupes de gauche ou d'extrême gauche de la cause palestinienne. Sauf que, si vous voulez, la différence, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont le lead dans la défense de la cause palestinienne ne sont plus tout à fait les mêmes. Alors, il faut rappeler quand même que le terrorisme existait dans les années 70 et 80, largement. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais que, si vous voulez, le caractère islamiste de ceux qui aujourd'hui sont à Gaza
et donc le Hamas, et le Hezbollah de l'autre côté au Liban, montrent que derrière la cause palestinienne, il y a surtout un projet de société qui est porté par ces gens-là. Et la donne donc a été largement modifiée de ce point de vue. Merci Arnaud Benedetti et merci Antoine Fenech. Antoine Fenech, journaliste chroniqueur, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne, qu'on entend le lundi à 7h20 sur nos antennes. Merci à tous les deux, merci Louis Dauphren, un grand merci aussi à Pierre-Henri Paget qui réalisait cette matinale.